Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau d'opinion Maître Mame Adama Gueye. Il est avocat à la Cour, leader, je dirais même président du mouvement Sénégal bu Bees et candidat à la présidentielle de l'élection 2019. Bienvenue à vous, Maître Gueye. Bienvenue à Madame Ndeye Fatou Ndiaye. Merci de l'invitation. Oui. C'est un plaisir renouvelé de participer à cette émission. Oui, et c'est un plaisir partagé aussi par nous-mêmes. Maître Mame Adama Gueye, brièvement, vous êtes avocat à la Cour, inscrit au barreau depuis juillet 1982, ce qui fait que vous totalisez 36 ans d'expérience, je dirais même de carrière. Ça ne rajeunit pas. Ah oui, mais quand même, c'est pas fameux. C'est bien quand même. 36 ans de carrière, outre vos activités d'avocat d'affaires, vous êtes juriste, conseil d'entreprise, ancien coordonnateur du Forum civil. Récemment, vous avez mis sur pied le mouvement Sénégal bu Bees et vous comptez briguer le suffrage des Sénégalais à l'élection présidentielle de 2019. Est-ce suffisant pour vous introduire? Inch'Allah. Inch'Allah. Tout d'abord, maître, l'enseignement supérieur au Sénégal ne fait pas la fierté des orthodoxes après le mauvais classement obtenu par nos universités à l'échelle mondiale. C'est quoi votre réaction? En tant que Sénégalais, évidemment une réaction de déception parce que notre très vieille culture universitaire, malheureusement depuis quelques années, il y a une forte dégradation de la qualité de l'enseignement universitaire, ajoutée à une image de plus en plus écornée. C'est regrettable. Il faut redresser ça parce que c'est très important pour notre pays parce que cette tradition ne présente que des avantages pour notre pays, pour nos étudiants, parce qu'aujourd'hui tout le monde est d'accord, même la Banque mondiale, le Fonds monétaire international disent que les investissements, le meilleur investissement aujourd'hui, et tout le monde est d'accord, c'est l'investissement sur le capital humain. Et l'instrument par définition d'investissement sur le capital humain, c'est l'université. Mais ce qui est plus déplorable, c'est qu'on est dans cette situation alors qu'on prétend dépenser énormément d'argent. On parle même de 40% du budget consacré à l'éducation nationale, à l'enseignement. Ça veut dire aussi autre chose, ça veut dire qu'on dépense mal. Parce que ça veut dire, c'est pas la question des ressources, on consacre beaucoup de ressources, mais consacrer des ressources n'est pas une fin en soi. Ce qui importe, c'est le résultat. Ça veut dire ça donne quoi? Aujourd'hui, ce classement est là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons un problème. On met des ressources, mais le résultat n'est pas au rendez-vous. Donc il faudrait réfléchir à faire un diagnostic réel, parce qu'on a fait des assises. Je ne sais pas quel est le problème, parce que si on a fait des assises, normalement, ça veut dire qu'on a fait des diagnostics, on connaît les problèmes. Il y a même eu une réforme des universités. Mais le problème, améliorer la qualité des enseignements. Le problème qui se pose, c'est que, parce qu'il faut quand même remonter, je pense qu'il faut qu'on se convainque d'une chose. Tout le monde n'est pas fait pour faire des études universitaires. Tout le monde n'est pas fait pour faire des études universitaires. Malheureusement, pour des raisons démagogiques du temps du président Abdoulaye Wade, on a décidé de donner une bourse à tous ceux qui vont à l'université. Ce qui a fait que la bourse est devenue une espèce de revenu minimum. Les gens restent à l'université très souvent, non pas parce qu'ils continuent à faire des études, mais parce que le fait de rester à l'université permet de disposer de ressources. Donc ça pose beaucoup de problèmes. Ce qui fait qu'il y a une grosse concentration à l'université. Je ne suis pas contre la généralisation des bourses, je suis même pour la généralisation des bourses, mais pour ceux qui ont le profil pour aller à l'université. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas orienter tout le monde, on doit faire en sorte que l'orientation se fasse sur la base des skills, comme disent les anglo-saxons, des compétences, des prédispositions. Que ceux qui ont des prédispositions pour aller à l'université, on les y amène avec une bourse. Moi, je suis pour la généralisation. Ceux qui ont d'autres types de prédispositions, on les met dans d'autres filières intermédiaires. Et comment formaliser un tel procédé? Il faut repenser tout le dispositif. Il faut repenser tout le dispositif et s'orienter vers la formation professionnelle, s'orienter sur les formations qualifiantes pour des métiers intermédiaires. Parce que dans notre pays, dans la structure de la demande d'emploi, on a
des gens très très qualifiés et des gens très peu qualifiés. Entre les deux, nous avons des problèmes. Et des pays, on pourrait faire du benchmarking, prendre des exemples. La Suisse est un excellent exemple de formation professionnelle qui permet aux jeunes de se former, peut-être après le BFM ou après le bac, d'aller travailler et ensuite éventuellement de reprendre des études. Par exemple, on peut avoir une formation de technicien intermédiaire, travailler un moment et avoir la possibilité de reprendre des études pour devenir ingénieur. Mais ça renforce le savoir-faire. On n'a pas besoin de réinventer le monde, il faut regarder les très bons exemples et essayer de s'en inspirer. Et ce serait tout bénéfice pour notre pays. Oui, dans l'espace universitaire, on y reste avec ces morts d'étudiants qui, si je me souviens, depuis Balla Gaye, résultent du non-paiement des bourses à temps. Comme le mal persiste, qu'est-ce qu'il faudra préconiser? C'est absolument déplorable. Ça montre que nos gouvernements successifs n'ont même pas les compétences minimum de management. Parce que ça, c'est du détail dans le management. Il y a des bourses à payer, on sait à qui les payer, on sait quel nombre d'étudiants y ont droit, on sait l'échéance. C'est un détail, ça, pour un gouvernement. Un gouvernement capable, pour ça, c'est un détail. Le fait que nos gouvernements ne soient pas capables de gérer ça est une manifestation d'incurie très grave. Alors, les conséquences qui en découlent, c'est encore plus déplorable. Parce que c'est absolument inadmissible d'amener des jeunes dans un espace où ils sont censés vivre. Et on est censé manger, dépenser. Oui. Les jeunes qui quittent leur région, leur ville, qui vont dans une autre ville, qui ne comptent que sur la bourse pour vivre. On ne leur donne pas la bourse. L'instinct de survie amènerait n'importe qui à aller là où se trouve la nourriture pour se restaurer. On me dit non, vous n'avez pas la bourse, mais vous n'avez pas le droit de manger. C'est pas fini. Ensuite, on amène les forces de répression dans l'espace universitaire. C'est pas tout. On les arme de balles réelles. Et ils s'en servent. C'est un scandale. Cette situation doit cesser. Oui. Et les populations doivent en tirer les conséquences. Ça veut dire que nous avons des gouvernements incompétents. Avec un gouvernement compétent, cette situation ne sera pas possible. Quand ça s'est passé à Saint-Louis-Fallou-Sen, un mois avant, je faisais une conférence à l'Université Gaston Berger où je dénonçais l'utilisation excessive, d'abord la présence inadmissible, inacceptable et illégale, très souvent, des forces de l'ordre en violation des franchises universitaires, mais l'utilisation de la force systématique. C'était un mois avant que ça arrive. Malheureusement, les faits ont conforté ce que je disais. Mais ça, il faut que ça cesse. Mais maintenant, il ne faut pas que les populations, aussi ça c'est de notre faute, nous, opinion, journalistes, etc. On s'en indigne un mois et puis on passe à autre chose. Mais quoi faire d'autre? Il faut en tirer les conséquences. Moi, j'appelle les citoyens. Les citoyens doivent savoir que des gouvernements qui ne sont pas capables de régler ces problèmes, des gouvernements incompétents doivent être sanctionnés quand il s'agit d'aller aux élections. C'est comme ça qu'un citoyen doit se comporter. Il ne faut pas qu'il l'oublie au moment de voter, de faire le bilan de tout ce qui s'est passé pendant la période du mandat et d'en tirer les conséquences. Aujourd'hui, vous prenez le gouvernement de Macky Sall, c'est sous le gouvernement de Macky Sall que Bassirou Faye est tombé. Ouais. C'est sous le gouvernement de Macky Sall que Fallou-Sen est tombé. Je ne dis pas que c'est Macky Sall le responsable, mais il est responsable parce que c'est lui le président de la République. Et ce qui s'est passé est la conséquence de l'incurie de son gouvernement et de son administration. Donc les populations doivent en tirer les conséquences. Oui. Le rapport d'Amnesty qui épingle l'État du Sénégal en matière de respect des droits humains, l'avez-vous parcouru, maître? Oui, je l'ai parcouru et moi je partage pour l'essentiel le point de vue de Amnesty International. Alors, quel commentaire vous inspire ce travail? Ce travail nous montre que beaucoup d'acquis fondamentaux du point de vue démocratique sont en train d'être mis en cause par le régime du président Macky Sall. Que ce soit l'instrumentalisation de la justice. La dernière décision de la Cour de la CEDEAO illustre parfaitement la gravité de la situation. Parce que quand une décision de la CEDEAO dit que dans le cadre du procès, on n'a pas respecté le droit d'avoir l'avocat à la première heure, on n'a pas respecté l'immunité parlementaire pendant la période
entre son élection et la levée de l'immunité parlementaire, n'ont pas respecté le procès équitable, mais il ne reste plus rien. Et c'est très grave. Donc ça, c'est un point. L'utilisation de la justice, dans le cas de Khalifa Sall, l'utilisation de la justice, bon, je ne parle même pas le cas de Karim Wade. Oui. Ensuite, le cas de Barthélémy Diaz. Et dans le cas de Barthélémy, il y a quelque chose qui nous a échappé tous et sur lequel il faut s'arrêter. Je ne sais pas si vous vous rappelez les conditions dans lesquelles Barthélémy Diaz a été arrêté. On a mobilisé, comment s'appelle cette force-là d'élite de la gendarmerie? BIP, la BIP. La BIP. Casquée, armée, comme pour aller arrêter un terroriste sur un plateau de télévision, d'un organe de presse. Mais c'est hallucinant. On est où? On est où? Alors que quand il faut s'occuper de la criminalité contre les citoyens, on ne met pas autant de zèle. Ça, c'est quand même un problème. L'autre problème signalé par Messi, les personnes qui décèdent dans les commissariats ou dans les gendarmeries, oui. C'est inacceptable. La répression aveugle de manifestations. Et ça, je le dénonce et je voudrais pointer encore du doigt cette question. On tolère une chose dans notre pays qui est intolérable, on l'accepte. Quand il y a une manifestation interdite, comme on dit, oui. La gendarmerie ou la police se croit autorisée quand on arrête des gens de les bastonner, de les brutaliser, de les maltraiter dans les commissariats. C'est inadmissible et c'est totalement illégal. Même quelqu'un qui participe à une manifestation interdite doit être traité correctement. La gendarmerie ou la police ne doit faire usage proportionné de la force que pour arrêter les gens et les mettre à la disposition du procureur de la République pour qu'ils soient jugés. Il n'y a pas de pré-peine, c'est-à-dire le fait de brutaliser les gens comme s'il fallait leur infliger une peine avant de les présenter au procureur. Alors comment accueillez-vous ces images qui défilent à travers le net et qu'on avait enregistrées à la journée du 19 avril? Mais c'est scandaleux et totalement illégal. Mais le problème, c'est que notre opinion, même l'opinion publique, semble considérer que après une course-poursuite avec des manifestants, quand on arrête quelqu'un, la police a le droit de frapper. La police n'a pas le droit de faire ça. Il faut que ce soit clair. C'est totalement illégal. Et elle le fait. Mais c'est totalement illégal. Personne ne doit tolérer ça. L'opinion ne peut pas l'accepter. Et à chaque fois que l'occasion se présente, il faut que les gens portent plainte. Parce que c'est une situation qui est inadmissible dans un État qui se dit démocratique. Souvent, les dossiers sont classés sans suite. On a l'impression que le coup est mis sur certains dossiers. Il faut quand même porter plainte et poursuivre ces dossiers. Et puis aussi, il faut que les forces de l'ordre le sachent. Ils n'ont pas intérêt à le faire. Parce que quand ça dérape, oui. Ils payent les pots cassés. Quand ça dérape, ils payent les pots cassés. Eux savent très bien ce que dit la loi. Oui. La loi ne permet pas, quand vous arrêtez quelqu'un, de l'amener à la police, de le déshabiller, de le maltraiter, de le déshabiller pour le mettre dans les cellules. De l'électrocuter. C'est pas normal. Ça se fait dans les commissariats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pré-peine. Quelqu'un qui est arrêté, il est présumé innocent. Il faut qu'on respecte la présomption d'innocence, qu'on le présente devant le juge, que le juge prenne la décision appropriée. Ça, c'est des situations inacceptables. Donc alors, quand je vois les cris d'orfraie poussés par le ministre de la Justice, à la suite de ce rapport, oui, sa réaction. Je suis étonné. Je suis étonné. Il est sur la défensive. Mais il y a des faits qui sont là. La répression des manifestations, personne ne peut le discuter. Ouais. Les personnes qui meurent dans les commissariats, personne ne peut le discuter. L'utilisation d'instrumentalisation de la justice, personne ne peut le discuter. Parce que ça a été acté par une décision de la CEDEAO. Donc, il en discute. Et il refute même ces allégations supposées de toute façon, il y a des faits. Je ne dis pas que le rapport est exact à 100%, mais il y a des faits dont je viens de parler qui sont des faits qui sont constants. Donc moi, je pense que au lieu de pousser des cris d'orfraie, il faut qu'on tire les conséquences. Parce que le fait de dire que ce n'est pas vrai, ça ne change pas l'opinion internationale. Parce que Amnesty est une organisation qui a une certaine crédibilité. Donc aujourd'hui, dire que ce n'est pas vrai, ça ne règle pas la question de l'image de notre pays. Parce qu'au niveau international, Amnesty a sa crédibilité, sa parole pèse. Quand Amnesty pose des problèmes, il faut prendre point par point, étudier, voir les correctifs qu'il faut apporter. Oui, et puis le Sénégal n'est pas le seul pays ciblé.
épinglé même par ce rapport d'Amnesty. Amnesty International n'a objectivement aucun intérêt à épingler le Sénégal par plaisir d'épingler le Sénégal. Donc il faut qu'on soit objectif. Quand il y a des problèmes, qu'on les prenne à bras le corps, qu'on essaie de corriger ce qu'il y a à corriger. Je ne dis pas qu'Amnesty, moi je ne suis pas toujours d'accord à 100% avec Amnesty. Mais quand même, pour l'essentiel dans ce rapport, ce qu'Amnesty pointe est parfaitement justifié. Pour ce qui concerne les bavures policières, comment faire pour freiner cela? Parce que quand même, les cas se multiplient. Encore une fois, le problème qui se pose, c'est que nous avons l'indignation très fugace. On s'indigne 2, 3 jours, une semaine, et on passe à autre chose. Ouais. Il faut que ce soit les organisations de la société, que ce soit les partis politiques, que ce soit la presse, fassent un monitoring, continue de suivre ces dossiers, fassent des rappels, mobilise l'opinion sur ces questions, qu'on convoque aussi des manifestations sur ces questions, qu'on ne fasse pas des manifestations uniquement sur les questions politiques, qu'il y ait des dynamiques sociales, citoyennes, qui fassent des manifestations sur ces questions-là. C'est un combat permanent. Une marche a été initiée. Ouais. Mais il faut continuer. Il faut continuer. Il faut développer ces marches. Il faut continuer. Oui. À l'état actuel, Maître Mame Adama Gueye, êtes-vous en mesure d'affirmer que les corps de contrôle fonctionnent au Sénégal au constat des scandales financiers? Mais la plus grande manifestation d'un dysfonctionnement des corps de contrôle, je prends l'exemple, je l'ai déjà dit ici et sur d'autres plateaux. Je prends l'exemple de l'Inspection générale d'État et de l'OFNAC, c'est que ces corps, jusqu'à présent, n'ont pas déposé leur rapport annuel, en violation, et je le dis encore, en violation de la loi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une violation de l'état de droit, venant de corps de contrôle censés contrôler le respect de la loi. Ça, c'est quand même déplorable. Et encore une fois, je le dis publiquement, j'interpelle publiquement devant les citoyens, au nom de la loi, les corps de contrôle pour qu'ils publient leur rapport. C'est le principal dysfonctionnement. Les scandales, c'est que les corps de contrôle, même les années où les corps de contrôle produisaient leur rapport, c'est aux autorités de donner suite. Si les autorités ne donnent pas suite, c'est comme un encouragement. C'est pour ça qu'un rapport de corps de contrôle ne peut pas arrêter les scandales. C'est la suite donnée par les autorités au rapport qui peut arrêter les choses. Je prends un exemple. Quand vous prenez un corps de contrôle, quand on épingle, pour l'expression la plus achevée de l'incurie de l'État par rapport à cette question, il y a un exemple patent. Quand des corps de contrôle épinglent le directeur du COUD, qui est maintenu à son poste, c'est une manière pour le président Macky Sall de dire au contrôle, je n'ai rien à faire de vos conclusions. Voilà. Et il n'est pas le seul sur la liste. Et lui-même, de toute façon, l'a déjà dit, c'est clair. Je mets le coude sur certains dossiers. Ça montre sa relation avec les questions de bonne gouvernance et de transparence. Comme je l'ai toujours dit, il n'y croit pas. Il n'y croit pas. La preuve, c'est que c'est clairement à cause de sa mauvaise volonté que les rapports de l'Inspection générale d'État ou de l'OFNAC jusqu'à présent ne sont pas publiés. Mais est-ce que c'est ça la raison qui devrait justifier de telles attitudes de la part de ces corps de contrôle qui sont payés par le contribuable? Les corps de contrôle doivent respecter la loi. Si le président de la République ne montre pas de la bonne volonté pour que ces rapports soient publiés, ils doivent prendre leurs responsabilités parce que c'est la loi qui les oblige. L'état de droit, c'est la primauté de la loi. La loi est au-dessus de ces corps de contrôle, la loi est au-dessus du président de la République. Donc, ils doivent respecter la loi. Maintenant, ils ne respectent pas la loi. Et ça, c'est un problème. Ils devront l'assumer au moment opportun. Mais ils ne respectent pas la loi, ils violent la loi. Oui. Dans tout ça, la société civile, jadis avant-gardiste, n'a-t-elle pas failli? Écoutez, moi, je ne veux pas jouer, je ne veux pas juger. Oui. Moi, je sais en tout cas, quand nous étions très actifs dans des situations que nous dénoncions vigoureusement, avec beaucoup de vigilance. Maintenant, peut-être que la pression est moins forte, je ne sais pas. Moi, je ne veux pas juger. Il y a quelques personnalités qui sont encore sur le pont. Moi, je peux prendre l'exemple de quelqu'un comme Birahim Seck, qui régulièrement, il dénonce ces choses-là. Mais peut-être que
la dynamique n'est pas assez forte. Et vous, les ténors, est-ce que vous n'avez pas quitté le terrain? Non, du tout. Moi, je n'ai pas quitté le terrain parce qu'aujourd'hui, si je suis là et que je dénonce certaines choses, c'est que je continue à croire à ce que je dis. Moi, je suis constant dans ça. Je n'ai jamais arrêté d'afficher mes positions sur ces questions. Mon intransigeance par rapport aux questions de bonne gouvernance, de transparence et de lutte contre la corruption. Oui. Et tant que je serai actif, je n'arrêterai pas. Maître, à quelques mois, je dirais même 5 mois de la présidentielle, un maillon essentiel garant de la liberté d'expression a fait l'objet de mutations, à savoir le CNRA, avec le départ d'un Babacar Touré, le doyen, si modéré, et l'arrivée d'un autre Babacar du nom de Diagne. Qu'est-ce que vous pouvez supputer? C'est deux Babacar qui sont très différents, pas seulement physiquement. Ça, c'est un trait d'humour pour mon ami Babacar Touré. Écoutez, remplacer Babacar Touré par Babacar Diagne, c'est un problème. Un sérieux problème. Oui. Qui est Babacar Diagne? Moi, je n'ai rien contre la personne, mais je parle de la trajectoire. Oui. Directeur général de la RTS sous Abdou Diouf. Totalement dévoué au pouvoir en place. Oui. Quand Abdou Diouf est parti, tout le monde pensait qu'il allait le suivre. Il est resté sous Abdoulaye Wade, avec le même dévouement, en accaparant les médias d'État au profit du pouvoir en place, comme il l'avait fait sous Diouf. Oui. Comment voulez-vous prendre cette personne, qui est l'exemple type de la, comment dirais-je ça encore, de l'allégeance au pouvoir, de l'allégeance du service public de l'information au pouvoir, au détriment de toutes les autres forces démocratiques. Babacar Diagne l'assumait avec légèreté. Comment voulez-vous prendre cette personne-là pour en faire le président d'un organe de régulation de l'audiovisuel à la veille d'élections aussi importantes que l'élection présidentielle? Mais c'est très symptomatique. Macky Sall montre la voie. C'est flagrant. Oui. Macky Sall veut continuer à mettre la main sur le service public de l'information, à se l'accaparer. C'est le parachèvement de son œuvre d'accaparement. Après, et j'ajoute une chose, le Soleil. Un militant de la paix. Un militant de la paix. Ouais. La RTS, un militant de la paix. Le président du Conseil national de l'audiovisuel, un collaborateur dévoué. Il n'y a pas de meilleure manière de montrer que je ne dis même pas le président, parce que pour moi, à partir de maintenant, moi je parle du candidat. Parce que tous les actes qu'il pose, c'est en fonction de son intérêt en tant que candidat. Ouais. Le candidat Macky Sall nomme quelqu'un pour verrouiller encore l'accaparement des médias publics. Mais aussi, il y a une épée de Damoclès qui va planer sur les médias privés. Oui, mais qu'on commence par les médias d'État, financés par notre argent. Les médias privés, c'est des privés qui ont monté leur affaire. Oui. La principale responsabilité de l'équilibre de l'information pèse sur les médias financés par l'argent public. Ça, la question. Là, il faut se faire une religion là-dessus. Aujourd'hui, je dois dire que Babacar Touré a fait ce qu'il a pu, il a dénoncé, mais ceux qui sont à la tête de ces médias font ce qu'ils veulent, parce que de toute façon, ils se disent que rien ne peut leur arriver, parce que c'est les militants du parti au pouvoir. La RTS même a été mise en demeure lors des législatives. Ils n'en ont rien à faire, parce que comme le DG est un militant du parti au pouvoir et défend les intérêts de son parti, et qu'il est certain que rien ne peut lui arriver, parce que il est ami de parti, il est membre du parti du président de la République candidat, il n'en a rien que faire. Mais c'est une manifestation flagrante du fait que le candidat Macky Sall, il n'est pas un démocrate. Il ne croit pas à la démocratie. La démocratie n'est pas dans son ADN. Ouais. Il convoque la démocratie pur prétexte, mais il n'y croit pas et ses actes le prouvent. Oui. Par rapport à ce dossier aussi, la presse privée encourt des mises en demeure dans l'exercice de sa fonction. Oui, mais le problème, c'est que bon, dans la presse privée, la plus grande partie de la presse privée a un sens plus poussé de sa responsabilité. Ouais. Et donc, le CNRA le sait. Le CNRA obtient plus facilement que la presse privée
donne suite à ces injonctions que le média public. Puisqu'il y a des mesures contraignantes. Oui, mais voilà. Mais donc, ça, voilà, ça c'est des questions qui doivent attirer l'attention de l'opinion. Parce que c'est totalement inadmissible que notre argent, parce que, encore une fois, j'insiste, c'est notre argent qui finance la RTS, qui finance le Soleil. Ces outils de communication publique sont détournés au profit du pouvoir en place. Et c'est inacceptable. Le président Ciel dont vous êtes un présidentiable même, je dirais, l'élection se tiendra le 24 prochain. Maintenant, si l'on parle de 3 fichiers, qu'est-ce que cela vous fait? Écoutez, c'est très inquiétant. Et ça, c'est un audit qu'il a dit. Oui. Maintenant, on attend que la réaction... On attend la réaction du gouvernement, parce qu'il faut qu'ils répondent. Ils ne peuvent pas... Il y a eu un communiqué pondu par le chargé de la communication du président, Elhadji Amidou Kassé. Ce n'est pas à lui de répondre. C'est au ministre de l'Intérieur de répondre. C'est au ministre de l'Intérieur de répondre officiellement sur cette question. Cette opacité est inacceptable. Ce mutisme est incompréhensible. Ouais. Il y a un audit qui a été fait, une situation qui a été constatée. C'est le ministre responsable de ça qui doit y répondre. Je ne parle pas d'Elhadji Amidou Kassé, je parle du ministre de l'Intérieur. Peut-être que c'est du mépris. Que les citoyens en tirent les conséquences. En tout cas, ça montre qu'on pose les bases de la tricherie. Si on ne nous répond pas, on aurait des raisons légitimes de penser qu'il y a un dispositif de tricherie qui est en train d'être mis en place. Donc, pour éviter qu'on suppute sur cette question, le ministre de l'Intérieur doit, dans la plus grande transparence, nous donner des explications. Encore faudrait-il qu'il les fournisse, puisque c'est lui qui s'est engagé à faire réélire son candidat, le président Macky Sall, au premier tour. Ça c'est une faute très grave. C'est une faute très grave qui justifie toutes les revendications concernant le fait que, après avoir dit des choses comme ça, c'est lui-même qui s'est discrédité dans sa capacité à organiser correctement et de manière transparente l'élection présidentielle. Donc ça, il faut que le président, enfin le candidat, Macky Sall, sache mesurer l'impact éventuel d'une telle situation. La demande de l'opposition qui est faite de ce point de vue est parfaitement raisonnable. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il ne s'agit pas de remplacer le ministre de l'Intérieur par un indépendant. Parce que c'est un ministère de souveraineté, c'est un poste politique. Je reconnais au président de la République le droit de nommer le ministre de l'Intérieur. Vous faites partie des rares personnes à le lui concéder. Attends, oui, j'ai dit mais. Ce que je demande, et qui est tout à fait compatible avec ce que l'opposition demande, c'est que la partie concernant les élections soit gérée par quelqu'un qui est indépendant. Maintenant, tout le reste, parce qu'on ne peut pas réduire le ministère de l'Intérieur aux élections. Il y a beaucoup d'autres choses. Et je peux comprendre que le président de la République veuille avoir autour de sa table du Conseil des ministres des personnes qu'il a choisies, parce que c'est des postes politiques. Mais on peut parfaitement prendre la partie concernant les élections et le confier à une entité indépendante. Voilà ma position. Surtout que cela nous a réussi avec nos 2 alternances successives. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Dans ces conditions, est-ce que le processus électoral garantit des élections libres et transparentes? Ce n'est pas rassurant. Ce qui le montre, c'est un autre point. Aujourd'hui, ils ont fait voter par leur majorité mécanique la révision de la Constitution. Ils ont fait voter par leur majorité mécanique la loi de modification du code électoral subséquemment à la modification de la Constitution. Cette loi dit que, j'en viens au parrainage, que le parrainage doit être fait selon certaines modalités, sur la base d'un modèle fourni par le ministre de l'Intérieur. Au moment où on parle, le ministre de l'Intérieur n'a toujours pas fourni ce modèle. Il l'a promis pour le mois de septembre. Non, il est dit que ça doit être fourni au plus tard à la date de publication, de l'arrêté fixant la caution. Et il a dit que ce sera au plus tard le 27 août. Mais on dit au plus tard. Le modèle, eux le savent. Ce n'est pas fair play. Eux savent ce qui va dans le modèle. Donc ils travaillent déjà, et ils le disent d'ailleurs publiquement, à chercher leur parrainage. Mais pour gêner... Ils ont même commencé à collecter des signatures. Mais ce n'est pas fair play. C'est pas fair play.
Mais pour gêner les adversaires, on attend le plus tard possible pour sortir le modèle, pour les obliger à être en stand-by. Ce n'est pas fair play. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les conditions d'une élection transparente ne sont pas remplies. Nous avons aujourd'hui un pouvoir en place qui veut absolument tout faire pour gagner ces élections. Mais ils perdent leur temps parce que c'est aux citoyens de décider. En tout cas, les citoyens sénégalais savent prendre la bonne décision au bon moment. C'est-à-dire vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, mais ça peut même avoir un effet contraire. Les citoyens peuvent être exaspérés par cette manière de voir évincer les adversaires, gêner les autres candidats. Allons aux élections de manière transparente, équitable, et laissons les citoyens décider. En tout état de cause, le candidat Macky Sall, avec les inaugurations tous azimuts, a une avance sur les autres présidentiables. Surtout qu'il y a eu la dernière trouvaille pour financer une bonne frange de la population. Je vais commencer d'abord par les inaugurations. On a même inauguré une route réparée. C'est à cause de Réal qu'on va inaugurer une route réparée. Laquelle? C'était la route, je crois, Fatick-Kaolack. Une route réparée qui existe depuis, on l'a inaugurée. Cette frénésie des inaugurations, moi j'en ai deux lectures. La première lecture, c'est que ça montre un manque d'ambition pour nous. Je ne dis pas que ces infrastructures ne sont pas utiles, qu'on m'entende. C'est très bien. Qu'on ait une salle omnisport, qu'on ait une arène, même si je pense que ce n'était pas la meilleure implantation, mais ça s'est dépassé, l'arène est là. Mais comment mobiliser le banc et l'arrière-banc de la République pour inaugurer une salle omnisport? Une salle omnisport comme ça, toutes les universités américaines en ont. C'est un manque d'ambition. Quand même, le ministre du Sport suffit largement pour aller inaugurer une salle comme ça. Mais le président de la République, tout le gouvernement, toute l'armée, toute la gendarmerie, tous les corps constitués, mais on manque d'ambition. On manque d'ambition pour ce pays, pour inaugurer une salle omnisport qui existe au niveau de toutes les universités américaines. Je ne parle même pas des grandes villes. Peut-être que c'est pour réparer le flop de l'arène nationale. Non, mais ça c'est évident. Ça, c'est des arènements. Ça montre aujourd'hui que c'est ce que vous disiez. Ça répond à votre question. Vous disiez, ça donne une avance. Les populations ont montré au président pour l'inauguration de l'arène qu'elles ont autre chose à faire, de plus important. Si les populations ont autre chose à faire de plus important, a fortiori le président de la République, avec toutes ses charges. Et on a tout fait pour qu'il vienne remplir l'arène à Pikine, donc dans la banlieue. Mais les populations sont préoccupées par des choses plus importantes. Aller travailler, s'occuper de leur famille. Ça, c'est plus important. Le président de la République devrait être dans le même état d'esprit, plutôt que de mobiliser toute la République à des fins purement électoralistes. On a amené des gens, retransmission en direct. Mais on doit avoir plus d'ambition pour ce pays, bon sang. Donc franchement, moi je pense que c'est peine perdue. Vous savez, hein, la DER n'est pas une peine perdue. Attendez, je vais en arriver. Il y a l'histoire. Si inauguré pouvait servir à garder le pouvoir, Abdoulaye Wade n'aurait pas quitté le pouvoir. Donc ça c'est une leçon à prendre. Peut-être que la DER pourra permettre au président d'être réélu en 2019. C'est ce qu'ils espèrent. En tout cas, la DER, d'abord sur le terme. Personne ne sait ce que ça signifie. Délégation de l'entraîneur rapide. Le concept d'entraîneur rapide ne veut absolument rien dire. Ça ne veut rien dire. L'entrepreneuriat est un processus. Vous identifiez une opportunité. Vous l'étudiez. Vous faites un business plan. Vous le présentez à un financier qui l'étudie, qui le valide, qui vous finance. Vous mettez en place votre business et vous développez dans le cadre d'un processus. Où est la place du concept rapide dans ça? Il devrait dire, parce que si vous voulez être précis, c'est cette délégation au décaissement rapide. Parce qu'en réalité, l'objectif, c'est ça. C'est décaisser rapidement l'argent avec l'élection et, entre guillemets, corrompre des gens. Parce que, je ne dis pas, parce que
sur ma page Facebook, certains, pour me porter la contradiction, disent « Oui, mais il y a quelqu'un qui a été financé, c'est normal. » Je ne dis pas que les 15 000 dossiers ne sont pas pertinents. Mais l'essentiel des dossiers, c'est du saupoudrage à des fins purement électoralistes. Financement des 500 000, 500 000, 500 000. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 500 000 en termes de business? Et en plus, en quelques mois, comment peut-on nous dire qu'on a sérieusement travaillé sur 200 000 demandes en quelques mois? Comment peut-on nous dire qu'en quelques mois, on a pu valider 15 000 dossiers? Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et puis, il y a une manière de mieux faire. Moi, je suis pour, effectivement, aider les jeunes à s'insérer dans l'entrepreneuriat. Mais il y a une meilleure manière de faire. L'État n'avait pas besoin de créer une nouvelle institution qui a un coût institutionnel. Parce qu'il faut recruter des gens, louer un immeuble, leur trouver des véhicules. Il paraît même que quand on a appelé... Qu'est-ce que c'est ce folklore d'appeler des gens à la CICAD pour leur donner des financements? Il paraît même que les gens de l'ADER étaient habillés avec la même tenue. Mais c'est du folklore. On peut mieux faire. On n'avait pas besoin de l'ADER. Si l'État veut consacrer 30 milliards à l'entrepreneuriat, mais il faut demander à des institutions professionnelles qui existent déjà, dont c'est le métier, d'ouvrir des guichets spécialisés. Demander aux jeunes d'aller à ces guichets spécialisés, où il y a des professionnels dont c'est le métier qui vont étudier les dossiers, qui vont aider les jeunes à monter les dossiers. De faire mettre les financements au niveau de ces structures dont c'est le métier, qui vont faire les financements donnés par l'État, qui vont suivre les financements. Et l'État peut négocier avec ces structures, soit des commissions, ou mettre des lignes de crédit que ces structures utilisent pour ces financements, mais c'est plus professionnel. D'ailleurs, il y a l'ANPEJ qui est là. L'ANPEJ, ça aussi, ça ne marche pas. Tout ce qui a été institué depuis maîtrisard chômeur par Abdou Diouf n'a jamais marché. Ces structures spécialisées pour donner de l'argent aux jeunes, ça n'a jamais marché. On a fait maîtrisard chômeur, boulangerie, transport, ça n'a jamais marché. Ablaye est devenu ANEJ, ANPEJ, machin, FNPJ, personne n'a remboursé. Parce que c'est la manière. Quand vous donnez à quelqu'un en fonction de considération politique, vous croyez qu'il va payer? Il ne payera pas. Parce que vous lui avez donné le signal. Et j'ai entendu le président de la République commettre une grosse bourde. Laquelle? Parce qu'il a dit, il faut que vous payiez. Sinon, c'est la police ou le procureur. C'est une grosse faute. Ah, pourquoi? Parce qu'il a défini les règles? Non, ce qu'il dit n'est pas légal. Il devrait le savoir, c'est le président de la République. Il est chargé de se défendre. C'est lui qui est le garant de l'état de droit. Et il dit, si vous ne payez pas, c'est la police ou le procureur. La police et le procureur sont totalement incompétents en matière dans le type de relation de prêteur à emprunteur. Ah oui? Totalement incompétent. Même si c'est l'État? C'est totalement incompétent, je le dis, je le précise. Et d'ailleurs, c'est très grave, parce que ce propos du président de la République aura tendance à valider des pratiques totalement illégales exercées au niveau des commissariats de police et des gendarmeries. Maintenant, vous devez de l'argent à quelqu'un dans le cadre d'une relation commerciale, il va porter plainte, on vous convoque et on donne une connotation pénale au dossier, alors que c'est une affaire commerciale. C'est illégal, les populations doivent le savoir. Dans une relation commerciale, la police et la gendarmerie, je vous ai prêté, vous ne m'avez pas payé, même si c'est 1 milliard, la police et la gendarmerie n'ont rien à voir là-dedans. Alors quoi faire pour retrouver son argent? Les juridictions sont compétentes, mais les juridictions civiles et commerciales. Donc ça, je pense que c'est une bourde du président que je tiens quand même à corriger parce que, au nom de l'état de droit, je tiens à corriger cette bourde. Chez le président, vous n'avez pas le droit d'envoyer des gens à la police ou chez le procureur parce qu'ils n'auront pas payé l'ADER. C'est illégal. Et les responsables de l'ADER? S'ils ne payent pas, l'ADER peut saisir les juridictions civiles et commerciales. Mais ce ne sera pas à la police ou à la gendarmerie de régler ces cas d'espèce. Ils sont totalement incompétents. Oui. Concomitamment, il y a une percée de la transhumance ces derniers temps en votre qualité de candidat. C'est quoi votre point de vue? C'est abject. C'est abject, c'est dégoûtant. Écoutez, cette affaire aussi fait partie du bilan du candidat Macky Sall. Les Sénégalais doivent l'inscrire au passif de son bilan.
Quand il est arrivé, il a dit publiquement qu'il y avait de la place pour l'éthique dans la politique. Ensuite, il est allé à Kaffrine pour faire l'apologie de la transhumance. Quand il y a transhumance, le seul et principal responsable, c'est le président de la République. Parce que il faut en revenir à la règle élémentaire. Il n'y a pas d'offre s'il n'y a pas de demande. S'il y avait un président qui ne veut absolument pas la transhumance, il n'y aurait pas de transhumance. Mais nous avons un président qui en a fait l'apologie, qui a encouragé la transhumance et qui utilise la transhumance. Donc le seul et principal responsable, c'est le président de la République. Mais ça, les citoyens doivent l'inscrire à son passif, à un double titre, au titre de ses reniements, parce qu'il n'a pas respecté ce qu'il a dit, et au titre du fait que cette pratique est antidémocratique. Donc, à un double titre, les citoyens sénégalais doivent inscrire cette question de la transhumance au passif du candidat Macky Sall. Est-ce qu'il a le choix? On a toujours le choix dans la vie. Quand on a des valeurs, on a le choix. C'est une question de valeur. Mais il y a une classe politique qui est là et qui se fait entretenir à cause des phénomènes comme la transhumance. Parce que justement, c'est pour ça que ça, c'est la conséquence du clientélisme politique. C'est pour ça que Sénégal Boubès prône le changement de système. Le problème que nous avons n'est pas un problème de personne, c'est un problème systémique, parfaitement incarné dans la plus grande continuité par le président Macky Sall, dont on espérait qu'il allait assurer la rupture par rapport au phénomène de clientélisme politique. Oui. Mais il assure la continuité. La rupture, c'était son slogan de campagne. Mais maintenant, on constate qu'il assure la continuité de manière encore même plus spectaculaire. Donc, il faut sanctionner ça, changer de système pour amener un nouveau système, une nouvelle république, comme nous le préconisons, avec des dirigeants intègres, totalement dévoués à l'intérêt général. Oui. Pour y parvenir, comment faire pour rompre avec la logique de partage du gâteau si on voit des coalitions être mises en place à l'orée d'une présidentielle? Oui, vous savez, à chaque fois qu'une présidentielle arrive, il y a des opérateurs politiques. Ah oui, opérateurs? Ah oui, c'est des opérateurs politiques qui montent des GIE politiques, des groupements d'intérêt économique. C'est du business. Il y a des gens qui font du business politique. Vous voyez plein de gens qui s'activent, qui s'agitent pour se faire remarquer, pour se faire voir, pour mieux aller se vendre. Et ça, c'est au Sénégalais de décider. S'ils décident d'arrêter ce système, comme nous les invitons à le faire pour changer de système, ça va disparaître. Si je deviens président de la République, il n'y aura plus de transhumance dans ce pays. Ce sera un engagement ferme, et je le garantis. Il n'y aura plus de transhumance dans ce pays. Et les coalitions? Plus personne ne vivra de micmac politique. Ce sera terminé. C'est-à-dire que la politique ne sera plus un métier dont on peut vivre. Il n'y aura plus d'opérateurs politiques. Ça, c'est garanti. Nous prenons un engagement ferme, net, clair et précis. Même si ce système arrange bon nombre de... Le problème qui se pose, il ne s'agit pas d'eux. Il doit s'agir des Sénégalais, de l'intérêt général du pays. La politique, la vocation de la politique, ce n'est pas de satisfaire des intérêts personnels. Nous mettrons fin à ça, radicalement. C'est un engagement ferme. Oui. Maître Mame Adama Gueye, face à la persistance de la pénurie d'eau, doit-on certifier qu'un langage de vérité a été tenu aux Sénégalais? Avant de répondre à la question, je voudrais quand même dire, d'abord, solidariser des Sénégalais devant cette situation extrêmement difficile. J'ai dit le 31 décembre 2017, sur le plateau d'un de vos confrères, qu'il est illusoire de parler d'émergence quand on est incapable d'assurer l'accès à l'eau aux populations. Parce que l'eau, c'est une demande basique. L'eau, c'est la source de vie. Tout peut manquer, sauf l'eau. Tout peut manquer, sauf l'eau. On nous bassine avec l'émergence. Vous n'avez pas réglé un problème basique, vous parlez d'émergence. Ce n'est pas sérieux. Ça montre le manque de sérieux de nos autorités. Et les populations touchent ça du doigt.
On leur vend des plans sur la comète. On leur dit, on va vous amener un TER. Dernière génération, comme celui qui circule en France. Et on ne leur donne pas de l'eau. Et aujourd'hui, vous savez, on parle de l'eau à Dakar. Mais le Sénégal, ce n'est pas que Dakar. Oui. Il y a le problème très sérieux de l'eau à Dakar. Mais dans beaucoup de zones de notre pays, les êtres humains partagent l'eau avec les animaux. Tant qu'un gouvernement qui n'est pas capable de régler ce avec besoin basique... Avec le PUDC, ce n'est plus qu'un souvenir. Et comment? Ah, je suis désolé. Dans le monde rural. Non, on n'a pas assuré l'accès universel à l'eau. On n'a pas assuré ça. Oui. Et un gouvernement, un régime qui n'est pas capable de prendre en charge sur une période déterminée pour assurer l'accès universel à l'eau n'a aucune légitimité. Ça doit être une super priorité. Nous, ça fait partie de nos super priorités. L'accès universel à l'eau potable. Oui. Ça, c'est même pas, ça ne doit même pas être négocié. C'est pas négociable. Et les véritables raisons qui ont poussé qui ont amené même cette pénurie, pourquoi ne pas les connaître? Mais on peut même aller plus loin. Oui. Même là où il n'y avait pas de problème, des mutations institutionnelles initiées par le régime de Macky Sall, du président Macky Sall, ont bouleversé le quotidien des citoyens. Dans des zones où il y a des forages gérés par les populations, oui. Ils sont venus amener, soi-disant, Assufor, je ne sais même plus quel est l'acronyme. Assez fort. Qui s'est substitué à la gestion par les populations, qui utilisait cet argent pour régler des problèmes. Et résultat, l'eau est plus chère qu'au moment où les populations géraient cette eau. Vous voyez, on n'a pas que les problèmes d'eau à Dakar. Oui. On a les problèmes d'eau à Dakar, les problèmes de l'accès universel à l'eau, les changements institutionnels au niveau des forages qui font qu'aujourd'hui, même là où l'eau est disponible pour les populations à travers les forages, l'eau est devenue plus chère. C'est de l'incompétence. Peut-être c'est dû à la privatisation de l'eau, avec la STS qui gère l'eau. C'est de l'incompétence. Oui. Parce que ce n'est pas une excuse de dire que les populations ont beaucoup augmenté à Dakar. Un gouvernement sérieux fait de la prospective et de la prévision. Aujourd'hui, il est possible de chiffrer l'évolution du nombre de populations. Donc, on doit planifier les actions de telle sorte qu'on anticipe sur les besoins de ces populations pour mettre en place ces dispositifs appropriés pour satisfaire leurs besoins. Ne pas attendre que les besoins soient là pour maintenant dire on va forer ici, on va forer là, etc. Ça, c'est du rattrapage. C'est ce que je dis. Nous n'avons pas un État stratège, nous avons un État administrateur. Oui. Et alors qu'on a besoin d'un État stratège, c'est-à-dire qui est capable d'anticipation. Et ce n'est pas le cas, malheureusement. Et pourquoi ne pas ouvrir avec la concurrence? Non, mais c'est possible. Mais multiplier les choix. Mais toutes ces questions, nous avons des idées très claires par rapport à des réformes dans le secteur de l'eau. Nous les ferons savoir dans le cadre de notre programme. Ouais. Il y a des changements institutionnels qui est possible de mettre en place pour permettre de changer l'organisation institutionnelle de la distribution de l'eau. Oui. De la production et de la distribution de l'eau. Oui. Maître, l'Ordre des avocats a un nouveau bâtonnier, à savoir Maître Pape Leyti Ndiaye. Ma question, c'est de savoir, est-ce que l'Ordre, excusez-moi de la répétition, met de l'ordre au sein des robes noires? Bah écoutez, d'abord, c'est pas encore le nouveau bâtonnier, je le précise, parce que oui. La règle, c'est que le bâtonnier en place a un mandat de 3 ans. Oui. Au bout de 2 ans, on n'élit pas un nouveau bâtonnier, on élit un dauphin. Qui accompagne le bâtonnier pendant la dernière année de mandat et prend lui son mandat à la fin du mandat du président bâtonnier. Donc, M. Leyti Ndiaye est le dauphin. Oui. Donc, il va succéder au bâtonnier Mbengue dans 1 an. C'est un très bon dauphin. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. C'est un garçon très intelligent, très perspicace, très ouvert, qui a un sens relationnel très poussé. Et je pense qu'avec ces qualités-là, et qui a aussi de l'ouverture d'esprit, je pense qu'avec ces qualités-là, s'il les met en œuvre avec le soutien de nous tous, moi le premier, moi je suis vraiment très pressé de pouvoir lui apporter toute ma contribution. On pourra faire de très belles choses parce que nous avons une très belle profession qui a un rôle fondamental. Les gens ne font pas très attention. On réduit le rôle de l'avocat au procès. Ce n'est pas que ça.
Au contraire, c'est beaucoup plus que ça. On ne donne pas assez d'importance à la place de l'avocat dans le pays. Parce qu'on est dans un pays où on parle d'état de droit. Oui. L'état de droit, qu'est-ce qui le caractérise? C'est des lois, des décrets, des arrêtés. C'est écrit en quoi? En français? Il y a combien de Sénégalais qui savent lire le français? Et on dit que nul n'est censé ignorer la loi. C'est qu'il n'y a rien de plus faux que ça. Donc aujourd'hui, la seule interface permettant aux citoyens d'accéder au droit, oui, d'accéder à la loi, de pouvoir respecter l'état de droit, d'exercer même leur citoyenneté, ce sont les avocats. Oui. Donc les avocats ont un rôle central. Alors, aujourd'hui, dans la relation avocat-État, l'État donne un peu d'argent pour l'assistance judiciaire. C'est-à-dire on limite, oui, on limite l'accès, on limite l'assistance, on limite la subvention à l'assistance judiciaire. Un montant qui est dérisoire à mon avis parce que ça ne satisfait absolument pas les besoins. C'est quelques centaines de millions de francs. Mais on doit aller plus loin. Oui. L'État du Sénégal doit donner l'argent nécessaire à l'ordre des avocats pour permettre à tous les citoyens qui n'ont pas les moyens, je ne dis pas de se faire défendre devant les juridictions, mais d'accéder au droit. L'accès au droit, ce n'est pas seulement dans le contentieux, c'est dans les conseils. Aujourd'hui, voilà, je vous prends votre exemple. Vous vous réveillez, votre bailleur vous dit, vous devez sortir. Vous avez besoin qu'un avocat vous dise, est-ce qu'il a le droit de le faire, est-ce qu'il n'a pas le droit de le faire? Oui. À qui vous allez demander? Si vous allez voir quelqu'un comme moi, il vous dit, bon, moi, là, je vais payer 100 000 ou 200 000. C'est beaucoup. Donc l'État doit permettre aux citoyens qui n'ont pas les moyens, oui, de pouvoir avoir une assistance de conseil, pas seulement une assistance judiciaire. Oui. Donc voilà des questions qui peuvent faire énormément progresser l'état de droit. Si on donne les moyens appropriés à l'ordre des avocats pour assister les populations, pour accéder au droit, pour être défendu correctement devant les juridictions, partout au Sénégal, mais ça peut faire beaucoup progresser. Oui, pour les collègues de la corporation, est-ce que l'ordre joue son rôle? Oui, l'ordre joue son rôle. Ça peut être mieux. Hein. Moi, je pense qu'on peut occuper, on n'occupe pas, à mon avis, toute la place qu'on devrait occuper dans la société. Ouais. Maintenant, il y a des correctifs qu'il faut apporter. Moi, je compte beaucoup sur l'élection de mon excellent confrère et jeune frère, Pape Leïti. Oui, vous avez tantôt parlé de l'État. La main de l'exécutif n'est-elle pas assez visible dans le fonctionnement de l'ordre des avocats? Ah non, l'ordre des avocats, non, ça je peux vous le dire. L'État se plaint souvent d'avocats? Non, vous voulez dire la main de l'exécutif? J'ai peut-être pas compris votre question. Oui, il y a souvent des avocats qui sont traduits devant l'ordre par l'État. Non, pas par l'État, par des plaignants. Hein. Ça peut arriver. Il y a des accidents, il y a des accidents dans les relations. Hein. Ça, il ne faut pas le cacher. Hein. Il y a des accidents dans les relations, des indélicatesses que certains avocats commettent vis-à-vis de leurs clients. Et puis c'est très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un avocat commet une indélicatesse vis-à-vis de son client, c'est tout à fait normal que ce client saisisse l'ordre des avocats pour que l'ordre des avocats prenne les mesures appropriées. Oui, dans le procès Khalifa Sall, il y a eu le cas entre Maître Ousseynou Fall et le juge. Non, mais ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la position des avocats dans le cadre d'un procès. Oui. Ça, les avocats sont dans leur rôle, hein, de défendre avec beaucoup de détermination leurs clients. Maintenant, même s'il y a une ligne rouge à ne pas dépasser, parce que nous devons respect et déférence aux juridictions. En plein procès, le maître Amadou Sall a été conduit. Mais le plus grave des Fatou Ndiaye, c'est pas ça. Oui. Dans le cadre de ce problème, le plus grave, c'est pas ça. Les gens n'ont pas fait attention, mais le plus grave, c'est qu'il y avait une grande sacralité des juridictions. Quand les gens entraient dans une salle d'audience, ils sentaient qu'ils entraient dans un espace spécial. Oui. Ce qui s'est passé dans le cadre de ce procès, où après une décision, le président de la justice s'est fait huer par des populations qui sont symptomatiques d'une situation très grave, de désacralisation de l'institution judiciaire. On a beau dire tout ce qu'on veut, mais ça c'est une forme de désacralisation. Et une institution judiciaire désacralisée n'est plus à même de remplir correctement son rôle. Donc, il faut tirer la sonnette d'alarme. Oui. Et encore une fois, je refais cet appel. Je l'ai fait, je le répète.
il faut tenir les assises de la justice. Oui. Le président s'y était engagé pour le mois d'avril passé, 2017. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. C'est encore plus urgent aujourd'hui. Mieux vaut tard que jamais. Maître Mame Adama Gueye, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes candidat à la présidentielle, leader du mouvement Sénégal bu bees et que vous étiez notre invité dans l'émission Opinion. Merci infiniment pour l'invitation. Oui, j'avais oublié de dire bonsoir à vos téléspectateurs. Je répare. Bonsoir à vos téléspectateurs. Merci de votre attention à vous aussi. Merci beaucoup. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à Cheikh Ahmed a réalisé cette émission. Il a été épaulé par Issa Diagne. Merci à Ousseynou Sall pour la décoration et Oustaz Assane Diouf pour la coordination. Excellente semaine à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.